Je vais passer tout de suite la parole au président, Monsieur Jacques Cromen, qui va introduire notre nouvel orateur. Donc, le docteur Patrice Petroscience est chef de clinique au CHU de Liège et chargé de cours adjoint à l'Université de Liège également. Il a passé une bonne partie de sa jeunesse finalement en Iran, où il a étudié au lycée français de Téhéran. Il a terminé sa scolarité à Liège, puis après avoir réussi l'examen d'entrée aux ingénieurs, il a opté finalement pour des études de médecine. Vous verrez que ça a un impact finalement d'avoir fait cet examen d'entrée aux ingénieurs, puisqu'il s'intéresse beaucoup à l'informatique. Il effectue ensuite une spécialisation en médecine interne et en endocrinologie, la dernière année de cette formation se déroulant au CHU de Bicêtre à l'Université de Paris-Sud. Après sa spécialisation, il mène une double carrière d'endocrinologue et de consultant en informatique médicale, se spécialisant dans la visualisation des données et l'exploitation des registres pour maladies graves. Il collabore au développement des CD-ROM dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure, consacrés aux adénomes hypophysaires et à la déficience en hormones de croissance. Et il prend également en charge l'extraction de données de l'Observatoire français de l'acromégalie, puis il développe le Liège Acromegaly Survey, la plus grande base de données consacrée à cette maladie. Dans sa carrière médicale, parallèlement à ses activités cliniques, il s'intéresse à l'échographie de la thyroïde, sujet sur lequel il a d'ailleurs publié un atlas d'imagerie, et il forme à cette technique de nombreux assistants liégeois, mais aussi des endocrinologues et nucléaristes de l'ULB, de l'UCL, ainsi que des visiteurs étrangers. Il forme également plusieurs médecins vétérinaires afin de pouvoir adapter l'échographie de la thyroïde aux bovins. Parallèlement à ses activités cliniques et d'enseignement, il publie notamment dans le domaine de l'hypophyse. Le docteur Petroscience a comme son maître, le professeur Beckers, exercé 2 mandats en tant que président de la Société belge d'endocrinologie et il est actuellement aussi trésorier de la European Neuroendocrine Association. Aujourd'hui, il va nous présenter certaines techniques d'extraction de données ou de data mining, si vous préférez, et leur application au développement et à l'analyse de la base de données sur l'acromégalie. Monsieur Petroscience, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues, Mesdames et Messieurs, ce qui caractérisait peut-être les cliniciens du XIXe siècle, c'était leur grand sens de l'observation. Aussi, ne faut-il pas s'étonner de voir réunis ensemble sur cette peinture Charcot, faisant une démonstration de crise d'hystérie déclenchée par hypnose, Babinski, nous tournant le dos Gilles de la Tourette, et au fond, la mine interloquée, Pierre-Marie. Alors peut-être vous ne connaissiez pas Pierre-Marie avant la présentation du professeur Beckers, mais c'est une étoile au firmament des endocrinologues de par sa publication sur l'acromégalie. Pierre-Marie n'a pas été le premier à remarquer les signes de l'acromégalie, mais il a été le premier à en avoir fait une entité clinique à part entière. Pour utiliser ses propres mots, une entité morbide spéciale. Pierre-Marie écrivait « Cette affection est-elle très rare? Nous l'ignorons. » En fait, maintenant on le sait. Grâce à une étude faite dans la région liégeoise avec la collaboration des médecins généralistes, nous savons que la prévalence des adénomes hypophysaires est de 1 pour 1000 habitants et celle de l'acromégalie de 125 sur 1 million. Quelques années après, Sousa Leite, un élève de Pierre-Marie, va soutenir une thèse sur le sujet, sur des séries d'autopsies, et démontrer un élargissement de la selle turcique provoquée par une tumeur hypophysaire. À partir de ce moment-là, la connaissance de l'acromégalie va évoluer avec la découverte des hormones hypophysaires hypothalamiques, des mécanismes de rétrocontrôle,
la génétique dont le professeur Beckers vous a parlé, la radiographie, puis le scanner, la résonance magnétique, la chirurgie transfrontale, ici transphénoïdale, endoscopique ou la neuronavigation. Et puis la découverte des traitements médicaux, ici l'octréotide, un analogue de la somatostatine qui se fixe sur les récepteurs de la somatostatine des cellules tumorales, inhibant la sécrétion de l'hormone de croissance. Faisons une pause en 2004 sur une publication que nous avons faite sur le debulking des adénomes hypophysaires. De quoi s'agit-il? À l'époque, beaucoup de gens disaient que si vous avez un volumineux adénome sécrétant l'hormone de croissance invasif, la chirurgie ne va pas guérir les patients en laissant sur place des petits reliquats tumoraux. D'autres, comme nous, pensaient qu'en enlevant une masse chirurgicale significative, on pouvait obtenir un meilleur contrôle sous traitement médical. Nous avons donc décidé de lancer une étude sur le sujet. Une de nos assistantes, Liliane Borges, a été désignée volontaire pour retourner dans les dossiers de patients, récupérer les données des patients qui rentraient dans ces critères. Liliane a passé des mois dans les dossiers de Liège. Elle est ensuite partie à Paris, au Kremlin-Bicêtre, pour compléter la série. Et le résultat, ça a été ce simple tableau de 24 patients avec des dosages d'hormones de croissance et d'IGF-1 au diagnostic, sous traitement médical, après chirurgie et après chirurgie mis sous traitement médical. Et ce tableau a permis de montrer que les patients qui avaient ces volumineux adénomes étaient traités par analogue de somatostatine, montraient une réduction de l'ordre de 65% des valeurs d'hormones de croissance. Ils étaient ensuite opérés, ils n'étaient pas guéris, mais le point de départ était plus bas. Et quand ils étaient remis sous analogue de somatostatine, toujours avec ces 65% de réduction, un plus grand pourcentage de ces patients étaient contrôlés. Nous avons publié l'article et depuis, le debulking est rentré dans les pratiques courantes de la prise en charge de l'acromégalie. Après cette publication, nous avons eu une discussion avec le professeur Beckers sur le fait que régulièrement, on a des nouveaux projets et chaque fois, on est obligé de retourner dans les dossiers patients, ce qui représente un effort et un temps considérable. Plus la quantité de données disponibles augmente, plus l'analyse devient difficile et on a finalement l'impression de sous-exploiter l'information. Et le professeur Beckers, à l'époque, m'a demandé s'il y avait moyen de trouver une solution à ce problème et d'éviter, encore une fois, cette situation. Alors, qu'est-ce qui était disponible? Il y a bien sûr le dossier médical informatisé auquel la plupart des hôpitaux belges s'y sont mis. Alors, ce dossier médical informatisé, c'est bien quand vous avez un patient devant vous et que vous recherchez ses derniers dosages biologiques, son dernier scanner. Mais la possibilité de recherche est assez limitée et ces logiciels ne permettent pas facilement d'exporter les données en bonne forme pour une utilisation scientifique. Il y a les registres. Fort à la mode, il y a actuellement des registres sur beaucoup de cancers, de maladies rares. Le problème, c'est que les informations encodées dans les registres sont assez limitées. Les registres sont utiles si on veut savoir le nombre de patients souffrant de telle affection rare, combien d'hommes, combien de femmes, combien ont été opérés, combien vivent, combien sont décédés. Mais si on veut faire des études plus poussées, les registres montrent leurs limitations. Une autre solution, c'était le data mining. Alors, schématiquement, de quoi est-ce qu'il s'agit? Imaginez que vous avez devant vous une grande montagne de données et que vous savez à l'intérieur de cette montagne de données, il y a un filon d'informations qui va vous permettre d'avoir, disons, une publication dans Science ou dans New England. Et le data mining est censé vous donner les outils qui vont creuser dans cette montagne de données pour arriver à ce filon. À l'époque, les termes comme data science ou big data n'étaient pas encore inventés ou en tout cas n'étaient pas à la mode. Nous avons regardé les solutions qui étaient disponibles et on s'est rendu compte que la plupart de ces solutions visaient le monde de la finance ou du marketing. Il n'y en avait pas qui étaient vraiment adaptables à la médecine et encore moins à l'endocrinologie. Nous avons donc été obligés de développer notre propre système, le Liège Acromégalie Survey ou le LAS. Comment a-t-on procédé? Dans le monde du data mining, il y a beaucoup de théoriciens, il y a des textbooks, il y a des avis différents, mais il y a deux points sur lesquels tout le monde est d'accord. Le premier point, c'est qu'il faut toujours une approche systématique, quasi ritualisée du problème.
Le deuxième point, c'est qu'il faut toujours commencer par l'énoncé du problème. Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Qu'est-ce que vous voulez trouver? Imaginez-vous 5 ans dans le futur en train d'écrire un article pour Science. De quoi avez-vous besoin pour écrire cet article? Tout le monde est d'accord pour dire que oublier cette étape compromet définitivement le projet. Alors avec le professeur Becker, on s'est installé derrière une table et on a mis sur papier une liste d'une 60aine de questions sur l'acromégalie. On ne savait pas si on allait pouvoir répondre à toutes ces questions. Peu importe, cette liste de questions a été le squelette autour duquel on a bâti le LAS. L'étape suivante, c'est, parmi ces questions, de sélectionner les données que vous allez utiliser. Vouloir faire une étude sur l'épaisseur de la langue des patients acromégales, ça peut être extrêmement intéressant parce que ça a des impacts sur la voix, sur les apnées du sommeil. Mais encore faut-il que cette épaisseur ait été mesurée dans les dossiers. Si cette donnée n'est pas disponible, inutile de l'encoder dans votre base de données. Il faut apprendre à connaître les données. Comment est-ce que ces valeurs ont été connectées? Typiquement, la pression artérielle. Pour avoir des valeurs de pression artérielle comparables de manière fiable, il faut mesurer cette pression artérielle dans des conditions identiques au même moment chez les patients en décubitus depuis X temps. Qu'en est-il de nos patients? En fait, les patients acromégales arrivent en consultation, parfois le matin, parfois l'après-midi. De temps en temps, on les voit rapidement. Parfois, ils sont obligés d'attendre dans la salle d'attente un endocrinologue ou un neurochirurgien qui est un peu ou beaucoup en retard et le patient est plus énervé. Donc, on s'est très vite rendu compte que cette mesure de pression artérielle dans l'absolu était difficilement utilisable. On a donc décidé, par exemple, de ne pas noter les pressions artérielles, mais de noter le nombre de traitements que le patient prend pour voir si ces traitements évoluent dans le temps. Les résultats biologiques, les laboratoires changent de kit de dosage, les valeurs normales varient, et sans rentrer dans des détails techniques, un dosage d'hormones de croissance en nanogrammes par millilitre d'aujourd'hui n'est pas comparable avec un nanogramme par millilitre d'il y a 15 ou 20 ans. De nouveau, il faut le savoir et il faut essayer de contourner ce problème. Il faut aussi voir comment les données sont distribuées. Nous avons noté par exemple le nombre d'années d'évolution de l'acromégalie avant le diagnostic. C'est quelque chose qu'on essaie d'évaluer très précisément à Liège en récupérant les photos de famille, les anciens passeports, les photos de permis de conduire. Mais tous les centres ne le font pas d'une manière aussi précise et on a remarqué par exemple que dans un des centres, si on représente l'évolution, il y a des pics anormaux à 5, 10, 15 et 20 ans. Pourquoi? C'est des erreurs d'arrondi. Quand vous essayez d'évaluer une quantité, mais que vous n'avez pas un moyen précis de le faire, vous avez tendance à faire des arrondis. Et probablement, comme on a 5 doigts à une main, on fait des arrondis par multiple de 5. Donc ici, le chercheur avait encodé, la maladie évoluait depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il faut le savoir, ce qui permet ensuite peut-être de sélectionner certaines des données que vous allez utiliser. Ensuite, comment vous allez mettre toutes ces données ensemble? Il y a les bases de données en 2 dimensions. Ça, c'est le tableur Excel classique avec les patients et les paramètres qui ont été mesurés. Vous avez aussi les bases de données multidimensionnelles, toujours dans Excel, où vous avez un tableau avec les paramètres cliniques, un tableau avec les données biologiques, un tableau avec les traitements. Une autre possibilité, c'est les bases de données multidimensionnelles qui ressemblent un peu à ce dernier tableau que j'ai montré, mais c'est des logiciels spéciaux qui vont permettre d'extraire les données d'un tableau, les mettre dans un autre en se basant sur des critères d'un troisième. Alors, elles sont un peu plus compliquées à utiliser et pour ça, on utilise en fait un langage particulier qui s'appelle le SQL et que les informaticiens ont prétendu rendre le plus proche possible du langage humain. Voici par exemple la démonstration. Je demande au système, à la base de données, de sélectionner tous les patients du tableau patient, ce qui va reprendre tous les patients de Liège. Je peux modifier cette requête en rajoutant le sexe masculin et j'aurai alors tous les patients de sexe masculin de Liège. Ces requêtes peuvent devenir parfois très, très compliquées et très, très difficiles à décrypter ou à débugger.
L'étape suivante, c'est de régler les problèmes avec les données. Vous pouvez avoir par exemple des catégories avec trop de valeurs. Les dimensions des adénomes hypophysaires sont généralement classées en micro et macro-adénomes, mais si vous avez trop de catégories avec 7 ou 8 valeurs différentes, l'analyse risque d'être difficile. Vous devez aussi décider ce que vous allez faire avec les données manquantes et comment vous allez traiter les données extrêmes. Est-ce que vous allez les garder ou les rejeter? Sur quels critères? Se méfier aussi énormément des données qui changent de signification dans le temps. Je vais donner un exemple. Vous avez un data manager qui est en train d'encoder des dossiers de patients dans la base de données. Il y a un premier patient dont le dossier, il y a 15 ans, indiquait que ce patient était guéri de sa maladie. Et puis, le data manager va prendre le dernier rapport de consultation, un rapport récent, et le médecin spécialiste, l'endocrinologue, dit que le patient n'est pas guéri. Et donc, le data manager va encoder il y a 15 ans guéri et maintenant pas guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le patient a récidivé? Est-ce que la maladie s'est aggravée? Pas du tout. C'est simplement le fait que les critères de guérison actuels ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 15 ans. Donc, dans le LAS, nous n'avons pas de critères de ce type-là. Nous encodons les données brutes. Et c'est seulement au moment où nous analysons les résultats que nous décidons si la pathologie a évolué, si le patient est guéri ou pas. De temps en temps, vous devez être obligé aussi de faire ressortir l'information en transformant les données, en les normalisant si nécessaire, pour essayer de faire ressortir les tendances. À ce moment-là, vous pouvez commencer à encoder vos données dans votre système et vous allez commencer à les exploiter. Et vous allez exploiter ça en créant un modèle qui va expliquer la maladie, qui va expliquer le monde. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez tout simplement extraire les données et les mettre dans des outils statistiques traditionnels. Mais il y a d'autres techniques un peu plus élaborées qui sont à votre disposition. Par exemple, le data brushing. Alors, je vais vous prier de m'excuser, mais avec le partage d'écran, ça va être un peu saccadé. Nous avons ici les patients, les femmes et les hommes. Cette colonne représente l'âge des patients au diagnostic. Nous avons ici l'hormone de croissance au diagnostic et l'hormone de croissance sous traitement médical. Vous pouvez sélectionner tout un groupe de patients. Vous voyez que les lignes correspondant à ces patients, c'est clair. Mais surtout, vous pouvez faire une analyse un peu plus fine. Donc là, je vais prendre les patients en fonction de leur âge. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que si vous prenez les patients les plus âgés, vous avez l'impression quand même, en bas à droite de l'écran, que c'est ceux qui vont être le mieux contrôlés sous traitement médical. Quand on descend chez les patients plus jeunes, on a de plus en plus de patients qui sont mal contrôlés. Alors, ce n'est pas une preuve, mais ceci peut vous suggérer que l'âge a un effet sur le contrôle médical de ces patients et ouvrir des portes pour des explorations plus poussées. Une autre technique, c'est les détections d'amas. Voici un exemple. Nous avons rapporté ici le signal en résonance magnétique en T2 de l'adénome hypophysaire et la diminution des valeurs d'IGF-1 sous traitement médical. Et le logiciel nous dit qu'il a l'impression qu'il y a deux groupes de patients, des patients avec un adénome en hyposignal qui répondent bien au traitement et des patients avec un adénome isofixant ou hyperfixant qui répondent moins bien au traitement. Une analyse plus poussée a confirmé ça, ça a été publié séparément et nous sommes pour l'instant en train d'étudier ces deux groupes sur d'autres critères comme l'anatomopathologie. Il y a aussi les réseaux de neurones. Alors là, on arrive dans les techniques d'intelligence artificielle qui sont très à la mode pour l'instant. On a pris un réseau de neurones et on a mis en entrée l'intensité du signal des adénomes, l'âge au diagnostic, l'hormone de croissance au diagnostic et on a mis en sortie l'hormone de croissance obtenue sous traitement médical. Le réseau de neurones est passé en mode d'auto-apprentissage et après 67 000 itérations, là c'est très accéléré, le réseau de neurones arrive de prédire assez bien les valeurs d'hormones de croissance qui vont être obtenues sous traitement médical. Il y a d'autres techniques encore qui sont à votre disposition. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a les arbres décisionnels.
Le raisonnement basé sur la mémoire, ça c'est ce que votre supermarché utilise pour analyser vos achats et vous envoyer des dépliants publicitaires ciblés, les algorithmes génétiques, la logique floue. Mais nous allons passer tout ça. À ce moment-là, vous avez un modèle qui vous explique la maladie. Vous devez tester le modèle. Est-ce que ce modèle est précis? Est-ce qu'il décrit bien les données? Est-ce qu'il décrit bien vos résultats? Est-ce que ce modèle est compréhensible? Si vous avez un modèle qui vous dit que la réponse à un traitement va dépendre de l'âge des patients, c'est quelque chose qui peut sembler cohérent. Mais si le modèle vous dit que la réponse au traitement va dépendre du signe astrologique, là alors il faut peut-être se méfier un petit peu. Quoique de temps en temps, certaines réponses bizarres méritent d'être poussées plus loin. L'étape suivante qui ne nous intéressait pas dans le LAS, c'est le déploiement du modèle. C'est ce qui concerne en fait les développements de systèmes d'aide automatisés au diagnostic et de surveillance automatique des patients. Puis finalement, il faut évaluer les résultats. Est-ce que vous avez obtenu votre publication dans Science? Et la 11e étape, si la réponse est non, c'est de recommencer. Mais vous comprendrez qu'en ce qui nous concerne, on préférait éviter d'arriver aux 11e étape. Nous avons donc développé le Liège-Acromégalie Survey. Nous avons encodé dans un premier temps les patients de Liège, du CHU de Liège, ce qui nous a mené à une première publication en 2012. Nous avons ensuite contacté d'autres centres universitaires européens spécialisés en acromégalie, 13 autres centres, qui ont rejoint le projet, ce qui nous a permis d'atteindre un total de 3173 patients, faisant du LAS la plus grande base de données sur l'acromégalie. Nous avons analysé ces résultats et nous avons fait une première publication en 2017 sur l'acromégalie au moment du diagnostic. Nous sommes en train actuellement d'analyser les résultats pour 2 autres publications, l'acromégalie sous traitement et ce que ces patients sont devenus à distance du diagnostic. Alors, je ne vais pas vous décrire la publication sur le LAS, ça ce serait une deuxième conférence. Je voudrais simplement attirer votre attention sur quelques points qu'on a observés dans ce processus. Voici le sexe ratio des patients dans les différents centres et vous voyez que ce sexe ratio va de près de 0,4 à 1,4. Donc, très disparate selon des centres. Si on regarde l'âge des patients au diagnostic, on voit que l'âge des patients va de 39 ans à L'Aquila, près de Rome, à 52 ans à Valence, en Espagne. Donc, de nouveau, plus de 10 ans d'écart en âge médian selon les centres. Pourquoi j'attire votre attention sur ce problème? Chacun de ces centres est expert en acromégalie et chacun de ces centres a déjà publié des études sur le sujet. Et en acromégalie, on a étudié par exemple la morbidité, la mortalité de la maladie. Et en fait, il faut se rendre compte que chaque centre expert qui publie ses résultats publie les résultats d'une population et qu'entre 2 centres experts de même niveau ayant le même habitude thérapeutique et le même type d'exploration, il peut y avoir énormément de différences. Et je vous attire donc l'attention sur l'intérêt des grandes études multicentriques pour essayer de niveler ces différences. Quand on regarde l'âge des patients au diagnostic, on observe que les patients sont de plus en plus vieux. Donc les patients diagnostiqués à partir de 2010 sont plus vieux que ceux qui étaient diagnostiqués dans les années 70 ou les années 80. Comment expliquer ça? Est-ce que l'acromégalie change dans le temps? On ne pense pas. En fait, on pense que dans les années 70-80, beaucoup de patients âgés présentaient une acromégalie, mais qu'il échappait au diagnostic. Et ce changement est plutôt révélateur d'une meilleure connaissance, et une meilleure compréhension, une meilleure attention portée par les médecins à l'acromégalie. Si on regarde l'intervalle entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic, on observe également que cet intervalle est en train de diminuer. Et depuis les années 2000, les résultats sont assez satisfaisants, mais nous pensons qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire pour diagnostiquer ces patients le plus rapidement possible.
À la résonance magnétique, la dimension de l'adénome diminue avec l'âge des patients. Les patients plus âgés ont des tumeurs de plus petite taille. Si on regarde les valeurs d'hormones de croissance, on voit que plus les patients sont âgés, moins ils ont d'hormones de croissance. Si on compare l'hormone de croissance avec la taille des tumeurs, on voit que l'hormone de croissance s'élève progressivement avec la taille de l'adénome jusqu'à environ 2 cm. Au-delà de 2 cm, cette corrélation a tendance à disparaître. Nous avons quelques projets pour essayer de voir pourquoi. Tout ceci nous ramène à une relation amoureuse triangulaire entre la taille de l'adénome qui diminue avec l'âge des patients, l'hormone de croissance qui augmente avec la taille des adénomes et l'hormone de croissance qui diminue avec l'âge des patients. Donc la question est, où est l'œuf, où est la poule? Et nous avons également différentes hypothèses pour essayer d'expliquer cette relation entre âge, taille et sécrétion hormonale. Attention quand même à vos analyses, parce que vous pouvez parfois vous tromper. On a regardé 21% de nos patients présentaient un syndrome de canal carpien, et chez ces patients qui avaient un canal carpien, les valeurs d'IGF-1 étaient plus élevées. Donc, ça semble cohérent. 4,5% des patients avaient une histoire d'AVC avant d'être diagnostiqués de leur acromégalie. Mais quand on regardait, on voyait que les patients en fait, qui n'avaient pas fait d'AVC avaient plus d'hormones de croissance, plus d'IGF-1, donc une acromégalie plus active. Alors, comment expliquer ça? On sait que l'acromégalie provoque des complications cardiovasculaires et d'un autre côté, on voit que l'acromégalie protégerait des AVC. Attention, ça n'a rien à voir. Si on regarde l'âge des patients, on observe que les patients les plus âgés étaient ceux qui avaient fait le plus d'AVC. Et si vous vous souvenez des diapos précédentes, les patients les plus âgés avaient des valeurs de GH moins basses. Donc l'acromégalie ne protège pas des AVC, c'est la jeunesse qui protège des AVC. Pour terminer, un dernier mot sur le fait que nous avons développé le LAS pour répondre à une question bien précise, mais en cours de route, nous avons remarqué que nous pouvions faire d'autres utilisations. Le professeur Beckers vous a parlé de l'étude AIP. Dans cette étude, nous avions les patients avec leur mutation AIP et il fallait trouver un groupe de patients appariés qui servirait de groupe de contrôle, qui présentait une acromégalie, mais non avec une AIP qui n'était pas mutée. Et donc, pour ça, nous nous sommes rendus compte que le LAS était un bon outil. Nous avons utilisé le LAS dans un premier temps pour avoir le premier groupe contrôle. Et nous avons donc observé que chez les patients avec une mutation AIP, l'âge au diagnostic était plus jeune et que ces patients avaient des tumeurs plus volumineuses. Si on représente les données de cette façon, vous avez l'âge et la taille de la tumeur. Les points les plus chauds représentent les concentrations les plus élevées de patients. Vous avez clairement l'impression que l'acromégalie avec une mutation AIP est une maladie peut-être différente des autres formes d'acromégalie. En conclusion, le data mining est une aide précieuse quand nous sommes amenés à explorer une grande quantité de données. Il n'y a pas de solution miracle. L'intelligence humaine et la connaissance médicale est un facteur important dans les projets. Et finalement, une approche systématique permet de réduire les faux pas qui vont être difficiles à corriger a posteriori. Je vous remercie de votre attention.